dit-on pas là où est la paix, habite Dieu. Il est 13 h sur Canada International. Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. Il est 13 h, c'est le journal. Voici les titres. Au moment où le Monseigneur Athanas Bala, évêque émérite de Bafia, entame son dernier voyage au milieu des hommages de ceux qui l'ont connu, nous apprenons le décès de Jacques Chirac, l'un des présidents de la 5e République française. Il quitte le monde des vivants ce matin à l'âge de 66 ans. Plus que 4 jours et le dialogue national démarre à Yaoundé, alors que la diaspora continue de véhiculer ses attentes. Au Premier ministère, c'est le Conseil des ministres qui est à l'ordre du jour. Bran Kamga depuis l'immeuble Étoile pour plus de précisions dans ce journal. Et puis en sport, Jeux Olympiques Tokyo 2020, le Cameroun forfait, les Lions indomptables absentes du tournoi qualificatif de Dakar. Comme raison de ce forfait, on parle de tension de trésorerie. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de la mi-journée avec cette information qui n'est plus un secret de polichinelle. C'est connu de tous depuis quelques heures. Jacques Chirac, l'un des présidents de la 5e République française, n'est plus. Il est décédé ce jour à l'âge de 86 ans. Et pour parler de cet homme qui aura marqué l'histoire de la France et aussi l'histoire de la France-Afrique, nous allons recevoir sur ce plateau Christian Dobo. Il appartient au Dex politique de la rédaction de Canada 2 International. Bonjour Christian. Bonjour Robert Charlitoc et bonjour à nos téléspectateurs. Alors Christian, avec le décès de Jacques Chirac ce jour, il reste qu'il est une figure emblématique de l'histoire de la politique de ces 5 dernières décennies. Oui, une figure emblématique de l'histoire de la politique en France de ces 5 dernières décennies. On va dire de Jacques Chirac qu'il aura passé 40 années au centre même de la vie politique dans les arcanes du pouvoir du côté de la France. Lui qui est né dans la région de la Corrèze en 1932, quitte aujourd'hui le devant de la scène après un parcours bien rempli. Jacques Chirac, du haut de ses 86 ans, cumulait derrière lui justement ce statut, premier statut d'élu en 1965 comme conseiller municipal du côté de la Corrèze, qui ensuite le verra prendre, n'est-ce pas, l'étoffe d'un député en 1967 dans cette même région. Jacques Chirac, c'est surtout le maire de Paris de 1977 à 1995. C'est là où il a véritablement fondé son assise politique dans sa marche et sa conquête pour le pouvoir. Jacques Chirac, c'est aussi le symbole de l'endurance parce qu'après ses échecs répétitifs dans la conquête de ce pouvoir, en 81 et puis en 88, il n'aura pas manqué de revenir devant cette scène pour justement affronter, après que le président François Mitterrand soit frappé par la limite, ne pouvant plus se reproduire, après avoir affronté Mitterrand, il revient donc en 1995 et puis il est vainqueur. Il est donc pour la première fois élu comme président de la République française. Il aura donc fallu attendre 7 ans après pour que Jacques Chirac renouvelle ce mandat sous forme de plébiscite. Vous vous souvenez en 2002, pour la première fois lorsque le Front National arrivait au deuxième tour en bousculant le Parti Socialiste, Jacques Chirac avait donc bénéficié pratiquement de ce qu'on peut appeler le plébiscite des Français pour ce nouveau mandat. Ce deuxième mandat qui va donc permettre à Jacques Chirac d'avoir aussi quelques faits d'armes justement dans l'environnement français, parce que s'il avait été élu avec justement ce concept de la fracture sociale qui lui avait valu la sympathie auprès des Français, ce qu'on peut reconnaître de Jacques Chirac, c'est qu'il avait un lien particulier justement avec ses compatriotes. Très ouvert, souriant, cet originaire de la Corrèze, nous l'avons dit, a surtout marqué la scène politique française du haut des clivages qui existaient encore en ce moment entre la gauche et la droite. Et le célèbre débat justement, qui avait vu Jacques Chirac perdre l'élection en 88 face à François Mitterrand, est rentré dans les annales de la politique française. Donc, en fait, on peut dire simplement aujourd'hui qu'au moment où la France perd Jacques Chirac, où tout le monde s'accorde à dire que c'était une figure importante de la vie politique française, c'est aussi un personnage qui avait une relation particulière avec ses compatriotes. Mais Patrick Christian Dobos, cet homme qui meurt à 86 ans, aura été un personnage très influent dans la relation entre la France et l'Afrique. Oui, on peut dire que le caractère même de Jacques Chirac laissait entrevoir ce type de relation
un homme ouvert, chaleureux, qui aimait bien goûter à quelques délices et bons plaisirs de la vie, qui aimait justement cette chaleur que l'Afrique représente. Lui-même, dans cette ouverture, le lien particulier que nous évoquions de Jacques Chirac avec ses compatriotes, s'est transformé justement dans la relation avec l'Afrique. Il a hérité de cette relation traditionnelle de la France avec l'Afrique, avec bien évidemment le réseau de la France-Afrique, mais on peut dire de Jacques Chirac qu'il a marqué aussi de son empreinte l'Afrique. D'ailleurs, avant son décès, dans les dernières années de sa vie, il fait partie de ces personnages qui ont reconnu, et lui il a dit d'ailleurs, qu'il était bien difficile d'envisager que la France s'en sorte sans l'Afrique. C'est dire combien lui, du haut de ses 2 mandats, 12 ans quand même à la tête de l'État français, qui en arrive à affirmer que l'Afrique est un maillon essentiel pour le développement de la France, c'est tout comprendre. Jacques Chirac, c'est aussi un homme qui, au-delà de sa relation particulière avec la France, a marqué aussi la scène internationale. Celui que Yasser Arafat, de regretter mémoire, le leader palestinien, appelait Docteur Chirac, a quand même marqué la scène du haut du conflit entre la Palestine et Israël. Jacques Chirac, on se souvient de cette altercation avec quelques services de sécurité du gouvernement israélien lors d'une visite en Israël, c'était en 1996, qui avait marqué la scène mondiale. Et pourquoi ne pas penser, comment ne pas penser à ce refus d'engager les forces françaises derrière l'allié traditionnel, faisant partie de l'OTAN, dans l'invasion de l'Irak en 2003, ce qui avait valu dès le départ à Jacques Chirac quelques soubresauts dans sa relation avec les États-Unis, dans son conflit où il apparaissait un peu comme paternaliste vis-à-vis de Tony Blair qui venait d'arriver au pouvoir en Angleterre, mais qui après des années a quand même donné à Jacques Chirac une posture internationale et finalement comme un brin de raison dans ce refus d'engager les forces françaises en 2003 dans l'invasion de l'Irak. Jacques Chirac, c'est donc ce personnage-là qui a marqué aussi la scène mondiale, au-delà de ses affinités avec Gerhard Schröder, le chancelier allemand de l'époque, qui lui avait quand même valu beaucoup de soutien dans les combats que la France et l'Allemagne avaient menés justement au sein de l'Union européenne, dans la domination de ces 2 nations-là. Il y a que Jacques Chirac, c'était aussi des relations particulières avec l'Afrique. Le Cameroun notamment, même si cela est resté en travers la gorge, sa visite de 1999, où il avait dû écouter, notamment sans aller dans la partie septentrionale, à cause du décès du roi Mohamed II, il avait dû rentrer de ce côté-là, mais ça avait laissé couler beaucoup d'encre et de salive, et c'est sans doute ce qui était resté en travers de la gorge dans la relation particulière avec le Cameroun. Merci Patrick Domo. C'est moi qui vous remercie. Monseigneur Athanase Bala, évêque émérite du diocèse de Bafia, a entamé il y a quelques heures son dernier voyage. La levée de corps a eu lieu à l'hôpital général de Yaoundé en présence de nombreuses autorités administratives de sa famille œcuménique. Les fidèles et amis venus rendre un dernier hommage au prélat qui aura marqué par sa vision pour la communauté et son engagement à servir Jésus-Christ. Le reportage est signé Yanis Kanga, Serge Alain Zébou. Les voix s'élèvent ici, à l'hôpital général de Yaoundé, pour dire adieu à Monseigneur Athanase Bala. Communion des cœurs autour de la dépouille de l'évêque émérite de Bafia. Il entame son dernier voyage, celui qui le ramènera à la poussière. Désormais, ici, au cœur de Dieu, il aura un regard compatissant comme il a toujours eu pour agir à son niveau. Au cours de son homélie, Monseigneur Jean Barga, qui officie en cette douloureuse circonstance, axe sa prédication autour de la parabole du bon pasteur pour rendre hommage au guide spirituel qu'aura été Monseigneur Bala. Pour accompagner le prélat qui nous a quittés le 3 septembre dernier à l'âge de 92 ans, autorités administratives, fidèles, frères et amis de l'Église catholique romaine et d'ailleurs, ont fait le déplacement. Monseigneur Bala, aujourd'hui de regretter mémoire, s'en va pour la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier. L'enterrement aura lieu demain à Bafia, où il a achevé son sacerdoce. Parlons maintenant de cet accident mortel survenu cette matinée à Douala, au lieu-dit ancienne direction des douanes. Un mototaximène fauché par un camion a perdu la vie. Une scène effroyable que les témoins attribuent à la fois au mauvais état de la route, mais aussi à un excès de vitesse. Les précisions avec Monique Nancy Fousso. C'est une scène qui fait froid dans le dos.
Un homme, la tête écrasée par un camion sur l'axe de la direction des douanes dans la ville de Douala. Il s'agit d'un conducteur de moto, la cinquantaine, qui roulait avec un passager à bord. Soudain, le camion semi-remorque garé plus haut, roulant à vive allure derrière eux, les a fauchés. Nous étions en train de rouler et on ne roulait pas à vive allure et il roulait à sa droite. Le conducteur du camion vient donc nous doubler à la droite. Il laisse tout l'espace qu'il y a à la gauche. Et la tête, ça veut dire le capot, le devant de sa voiture, nous traverse. Maintenant, lorsque le Benskiner veut donc rabattre vers sa gauche, les roues, les deuxièmes roues du camion percutent la moto directement. Quand ça percute, là que moi je saute, pendant ce temps, lui il est au sol. Et quand il est au sol, directement, parce que ça se passe au même moment là, directement parce que le camion en vive à lui, le camion monte sur lui maintenant, ça le traverse jusqu'à ça pas garé de l'autre côté. Les automobilistes évoquent les risques de rouler sur cet axe, pas du tout facile à maîtriser, surtout quand l'on est en vitesse. Il y a eu juste un problème d'imprudence et vraiment ce virage est dangereux parce que je l'emprunte tous les matins. Et avec la pluie, je me dis qu'il fallait beaucoup plus de prudence face à cela. Et habituellement avec les longs camions, les semi-remorques, moi je me dis vraiment les engins à 2 roues devaient être beaucoup plus prudents. La victime est restée des heures sur la chaussée, le temps de l'identifier. La police s'est chargée d'appeler des proches grâce à la puce sortie du téléphone de l'homme. Car pas moyen d'y accéder à cause du code de sécurité. Quand nous quittions les lieux, une déviation a été implémentée pour éviter les bouchons. Dialogue national, le cap est fixé, les commissions sont connues, l'itinéraire aussi. Il se décline en 8 mouvements qui ne cachent pas la profondeur du précagrage, comme nous présente Ghislain Pierre-Sono. Il y aura beaucoup à boire et à voir dès lundi prochain sur la colline d'Nkolniada, lieu où se tiennent les débats du grand dialogue national. 8 commissions nommées partant du bilinguisme au rôle de la diaspora dans le développement du pays, en passant par le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants. Pour ne prendre d'ailleurs que ces cas-là, le contenu est lâché, la démarche aussi. Un programme allégé, dénué de débats politiques. À y regarder de plus près, ces commissions sont purement techniques. Leurs formulations sont encadrées par une démarche voulue, calquée sur le modèle des séminaires et autres ateliers. Ce qui signifie que les appelés au dialogue recevraient des pré-travaux. Leur présence au grand dialogue national devenant synonyme de nutrition des projets. Première force, en ce moment-là, le débat est cadré, d'où la définition préalable des profils. La sécurité sera débattue par l'armée, la décentralisation par les experts en la matière, le système judiciaire par les juristes. Finalement, les travaux seront compilés après contribution. Et on voit bien que jusqu'ici, bien des prépositions et propositions sont passées loin de la plaque. Leurs auteurs avaient envisagé des face-à-face qu'il n'y aura pas. La diaspora fait partie des 8 commissions arrêtées pour ce grand rendez-vous de l'histoire de notre pays. Et parmi l'une de ces propositions est l'accélération de la décentralisation. Je vous propose un extrait de Jean-Marie Taleb, président du patronat d'Afrique, extrait sélectionné par Lil Pidjo. Il y a la décentralisation effective. On parle de décentralisation depuis des années, mais personne ne sait ce que c'est, personne ne sait comment ça fonctionne. Et ça freine tout, ça ralentit tout. Mais sur le papier, tout le monde en parle, on en dit beaucoup. Il faudrait qu'on donne la possibilité, donc comme c'est dit dans les cahiers de charges, en tout cas dans le descriptif de décentralisation, aux différentes régions de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir rendre compte éventuellement, mais qu'il y ait une décentralisation effective pour qu'on avance, parce que tout est plombé, et il y a des gens, ou il y a des personnes, ou il y a des systèmes qui ne veulent pas qu'on aille à l'avant, et qu'on développe le Cameroun, sous prétexte peut-être qu'il y a des régions qui soient plus dynamiques que les unes que les autres, mais il faut leur donner les moyens à travers cette décentralisation, qui naturellement va décliner sur un partage des richesses. Il faut regarder le partage des richesses de manière équitable dans l'ensemble du pays. Et puis, il y a le fait qu'il faut voir et revoir le contenu des contrats de concession que nous avons signés avec des entreprises étrangères. Le Cameroun a signé des contrats de concession avec 1001 entreprises étrangères pour développer le Cameroun. C'était ça le but. Mais on s'aperçoit que la plupart des contrats de concession qui ont été attribués aux entreprises étrangères, ces entreprises n'ont jamais apporté
un centime de développement de quoi que ce soit, ni même pas un centime, 1 millimètre au Cameroun. Ils ont célébré à Douala l'initiative du dialogue national initié par le chef de l'État Paul Biya le 10 septembre dernier. Les opérateurs économiques, les autorités administratives se sont réunis à l'initiative de Mme Marie-Solange Tométane pour dire merci aux mendiants de la paix et appeler les Camerounais à se mettre ensemble pour des solutions concrètes à la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Reportage. Un dîner de remerciement au chef de l'État Paul Biya pour avoir accepté le dialogue national le 10 septembre dernier. Une ouverture dans le sens d'apporter des esquisses de solutions à la crise qui affecte les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis bientôt 3 ans. Un acte propre au chef de l'État mendiant de la paix. C'est déjà d'un promouvoir la paix et l'unité qui est chère aux valeurs qu'incarne le Cameroun, des valeurs en réalité que le président Paul Biya a toujours su, n'est-ce pas, promulguer aux Camerounais, qu'à travers ce grand débat national, on peut trouver des fenêtres. Ça ne veut pas dire que la justice va en réalité balayer ce qui s'est passé, parce que vous savez, aujourd'hui, il est le premier justiciable du Cameroun et que, comme vous le savez, c'est la justice pour tous, la justice équitable. Le dîner qui a rassemblé autour du représentant du gouverneur de la région du littoral, du sous-préfet d'arrondissement de Douala 2e, des opérateurs économiques de la capitale et d'autres forces vives intéressées. J'appelle donc à mes frères et sœurs du Cameroun, de la Nozo, qui est un Cameroun qui est un parmi nous, et nous nous reconnaissons en eux, comme ils se reconnaissent en nous, n'est-ce pas, de pouvoir asseoir au sein de leur propre famille des discussions constructives pour dire soit aux parents, soit aux neveux, soit aux frères, soit aux sœurs qu'il est suffisant que ça arrête cette guerre qui est sans merci à la réalité. L'initiative montre la nécessité de se souder pour ensemble trouver des solutions à la crise et l'apaisement du climat social. Plus que 4 jours et le dialogue national tant attendu va démarrer à Yaoundé. Avant ce grand rendez-vous, les consultations se poursuivent au Premier ministère. Et vous nous dites, Brand Kamga, que actuellement à l'ordre du jour à l'immeuble Étoile, c'est le Conseil des ministres. Bonjour. En lieu et place des consultations habituelles qui ont cours depuis la semaine dernière en vue du dialogue national, c'est plutôt le Conseil des ministres du mois de septembre qui se tient depuis 10h20 dans le cabinet du Premier ministre. Les membres du gouvernement au complet sont réunis autour de Joseph Diongouté. L'ordre du jour porte naturellement au cours de ce Conseil des ministres ordinaire du mois de septembre sur l'évaluation de la rentrée scolaire 2019-2020 avec la particularité du retour des enfants à l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à propos de la crise anglophone. Les ministres en charge de l'éducation de base, des enseignements secondaires et de l'enseignement supérieur ont pris la parole pour évaluer donc cette rentrée scolaire plutôt turbulente dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Autre question à l'ordre du jour, naturellement, c'est le grand dialogue national qui s'ouvre lundi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Les membres du gouvernement apportent également leur contribution pour que ce grand dialogue national soit une réussite. En après-midi, donc, les consultations en vue du grand dialogue national vont se poursuivre ici au cabinet du Premier ministre. Comme quoi, en dehors du grand dialogue national, Joseph Diongouté est tenu de respecter son cahier de charge. Les missions régaliennes de la primature doivent être poursuivies et exécutées sans embâche et sans impact réel sur la vie de la nation. Depuis le cabinet du Premier ministre, Brand Kamga et Samuel Bounis pour le 13h.
Depuis 2010, certaines compétences du ministère de l'Éducation de base ont été transférées aux communes par disposition réglementaire. Désormais, la construction et l'entretien des salles de classe incombent aux collectivités territoriales décentralisées. C'est dans ce cadrage que les experts ont soumis ce jour un rapport provisoire pour l'appui à l'exercice des compétences transférées dans le champ de la maîtrise de l'ouvrage. Objectif, implémenter de façon optimale les mesures visant à améliorer le visage de l'école. Reportage. 14,5% de taux de réalisation des infrastructures scolaires pour 2,6% de taux d'exécution financière en 2019. Des salles de classe peu ou pas entretenues, c'est le triste visage de la maîtrise d'ouvrage dans le secteur de l'éducation de base au Cameroun. Pour améliorer infrastructures, réhabilitation et équipement de nos salles de classe, les institutionnels, partenaires au développement et organisations de la société civile se sont retrouvés aujourd'hui à Yaoundé. Le ministre de l'Éducation de base a instruit, en appui de ce qui a déjà été fait par le gouvernement, notamment l'élaboration d'un guide d'accompagnement de l'exercice des compétences transférées aux communes, a instruit une mission d'expertise pour pouvoir, au terme de ce que les consultants vont nous proposer, enrichir la démarche qui vise à améliorer le visage de nos écoles. C'est une activité permanente que le ministre de l'Éducation de base invite les communes à prendre intégralement en charge. Présenter le substrat des observations faites à l'occasion de descentes effectuées sur le terrain, une équipe d'experts procédera à l'opérationnalisation des démarches à l'effet d'être plus proche des communes. Cas pratique à Ngaoundéré, région de la Damawa. Ça nous a permis de rencontrer l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, à la fois au niveau des ministères, des communes et puis des grandes agences qui accompagnent le transfert de ces compétences, donc le PNDP et le FECOM. Et sur le terrain, nous avons rencontré des acteurs qui sont très engagés dans leur mission, qui ont pu partager les points de vue lors de différentes rencontres et ateliers. Il y a des choses à améliorer sur la collaboration entre les communes et les services, la bonne circulation de l'information pour que le transfert de ces compétences puisse se mettre en œuvre de manière plus efficace à l'avenir. Le processus, qui n'en est qu'à sa phase d'expérimentation, concerne 30 communes. Il s'étendra peu à peu au reste du pays. Pour avoir bravé le baccalauréat scientifique avec mention assez bien, voire plus, une vingtaine de nouveaux bacheliers nés des parents démunis viennent de recevoir des bourses académiques. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, était représenté à cette cérémonie à l'école supérieure de Polytechnique où nous retrouvons tout de suite Delphine Fonkou et Michel Foucault. Bonjour Delphine. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Ils sont une vingtaine de lauréats 2019 des baccalauréats scientifiques, baccalauréat technique et industriel et DC et Advanced Level Science qui viennent de recevoir un instant seulement des bourses. Ces désormais étudiants ont réussi leur baccalauréat avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20. Ils sont très émus, très contents. On va justement avoir l'avis d'un des leurs. Alors, mon ami, bonjour. Bonjour. Alors, comment tu te sens après avoir reçu une telle bourse? Je suis très heureux d'avoir reçu cette bourse, car cette bourse, je ne m'attendais réellement pas à l'obtenir. Et j'ai vu l'annonce sur Internet où il y avait un fichier PDF concernant cette bourse. J'aimerais aussi demain être une grande personnalité et aussi aider aussi mes frères et mes compatriotes camerounais et peut aussi dire africains, car l'Afrique avant tout. Voilà, vous êtes très content et très reconnaissant aussi. Bonjour. Bonjour madame. Moi je suis très heureuse d'avoir obtenu cette bourse et je remercie franchement Saphir Engineering de nous avoir également permis cet accès à cette bourse parce que vraiment quand j'ai eu mon baccalauréat et l'école où je devais fréquenter vraiment cher et les revenus de ma mère ne permettent pas, je ne m'attendais pas à ça et du coup il a vraiment pensé à nous. Merci vraiment, je crois que je vais fréquenter dans cette école que j'ai vraiment rêvé. Grand monsieur, nous sommes tellement heureux. Nous remercions le ministre des Enseignements supérieurs. Merci. Signalons que ces lauréats sont des enfants des parents à revenus moyens ou alors des parents à revenus modestes. Ils sont également des enfants des zones rurales et
aussi des enfants de déplacer des régions du nord-ouest et du sud-est. D'ailleurs, l'une des conditions qu'il fallait remplir pour bénéficier d'une telle bourse. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a tenu à dire la gratitude du gouvernement par rapport à cette initiative. Le partenariat entre l'État et la société civile est ainsi en marche. Et on ne peut que se féliciter de cette initiative et encourager ce jeune Camerounais, encourager l'association camerounaise des droits de l'enfant de poursuivre et de persévérer sur cette voie. Organisée par l'Association camerounaise des droits de l'enfant, cette cérémonie de remise de bourse académique est l'initiative d'un jeune Camerounais, désormais ingénieur, jeune Camerounais, ancien de l'école polytechnique, jeune Camerounais, ancien de l'école polytechnique de Yaoundé, qui, en dépit des difficultés que rencontrait sa mère, puisqu'il est orphelin, que rencontrait sa mère pour payer ses études, a pu se trouver une place au sein de l'entreprise Safia Engineering, dont le président fondateur est le partenaire technique et financier de cet événement. Nous sommes Delphine Fonkoutene et Michel Foucault depuis l'école polytechnique de Yaoundé. Merci Delphine Fonkoutene. La peste fait rage dans le département de la Haute-Sanaga. Le petit bétail est la première victime de cet épisode. Une campagne de vaccination vient d'être lancée, mais les risques restent accrus. MM Kouri, Roméo Tinang pour plus de détails. Depuis quelques semaines, de nombreux cas de décès de bêtes sont enregistrés à Nanga et Boko. Chèvres et moutons, du bétail décimé pour le grand malheur des bergers qui souhaitent voir cette catastrophe s'arrêter. Ça nous apporte beaucoup parce que si l'animal, un éleveur, un berger, quand l'animal est malade, il est malade. Imaginez-vous si l'animal est en santé, vous-même vous jugez, vous trouvez qu'il est en santé. D'abord l'éleveur, quand son animal est en santé, il est bien en santé. Il est souriant, il a toute sa distraction avec. Pour pallier la peste, un projet de campagne de vaccination vient d'être implémenté dans la Haute-Sanaga par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il devra s'étaler sur 3 ans. Processus de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants, qui est une maladie qui atteint les moutons et chèvres. C'est un programme mondial auquel s'inscrit le Cameroun, qui va durer 3 ans. Et dans ce processus, nous sommes accompagnés par la Banque mondiale, qui finance un projet, le PRODEL, projet de développement de l'élevage. Et la vaccination va s'étaler sur l'ensemble du territoire national. Et va concerner les moutons et chèvres de plus de 3 mois d'âge. L'objectif est de vacciner l'ensemble du cheptel. Mais nous considérons que 80%, si on enlève les animaux de moins de 3 mois, c'est suffisant pour assurer la protection. Les milliers de bergers et éleveurs de la Haute-Sanaga devront redoubler d'efforts pour faire face à cette situation, car cette aide pourrait être minime pour couvrir tout le département. Les vaccins sont cependant disponibles dans les différents districts vétérinaires. Les jeunes des établissements scolaires sont sensibilisés sur les dangers liés à la consommation des drogues. Une initiative qui vise à promouvoir un meilleur épanouissement des élèves dans leur milieu, mais aussi d'accompagner les parents dans le processus d'éducation de leurs enfants. Les images sont signées Henri Tinda. Lutte contre la drogue en milieu scolaire. Les élèves du lycée du Diaïdo sont sensibilisés sur les méfaits liés à la consommation de ces stupéfiants dans l'établissement scolaire. De consommer jeune expose son cerveau à un gros danger, c'est qu'on détruit le site dans lequel on a investi le plus dans sa vie. Un élève investit des connaissances dans son cerveau qu'il va transformer en produit qu'il va vendre une fois adulte pour pouvoir exister dans ce monde. Une consommation qui donne une illusion de pouvoir, une perte progressive des capacités intellectuelles avec une difficulté d'apprentissage et un trouble de concentration. Au-delà de ces méfaits sur la santé, des risques de transmission de maladies sont nombreux. Une tranche de la population qui se partage le virus entre eux par rapport à leurs pratiques, en se passant les seringues, en se passant les mèches de cigarettes, ainsi de suite, les lames de rasoir, c'est des voies et moyens sûrs de transmission de la maladie. Donc, avec les plus jeunes,
nous sommes en train de les dire, ne vous aventurez même pas dans la consommation de la drogue. Une campagne de sensibilisation et d'accompagnement de l'action parentale pour éradiquer ce phénomène. L'amour de soi en est la principale clé. Moi, en tant que jeune ancien consommateur de cette drogue, j'appelle à tous les élèves qui sont en train de se lancer dans cette drogue, soi-disant vouloir peut-être s'épanouir ou bien faire perdre une envie. Aujourd'hui, je me suis retrouvé étant un nouveau homme parce que j'ai constaté que cette drogue-là, en fait, n'a rien pu apporter dans ma vie. La campagne ainsi lancée se poursuivra dans les établissements scolaires et grandes écoles. Jeux olympiques Tokyo 2020, le Cameroun forfait. Les Lions indomptables ne participeront pas au tournoi de qualification de Dakar qui débute demain alors qu'elles étaient programmées pour le match d'ouverture contre le pays hôte, le Sénégal. Les raisons de ce forfait, les problèmes de trésorerie. Alex Dembé pour plus de détails. Le premier sportif camerounais disait pourtant avec tenance et mordicus il y a quelques années qu'au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé que non, loin s'en faut, car il en existe toujours au berceau de nos ancêtres. Cela vient une fois de plus de se magnifier avec cette triste feinte au large débordement que viennent d'essuyer les Lions indomptables de handball qui sont restés figés tels des épouvantails à l'annonce par l'autorité sportive de leur non-participation au tournoi qualificatif des Jeux olympiques Tokyo 2020 alors qu'elles avaient encore espoir quelques minutes seulement avant l'annonce de la mauvaise nouvelle. Les instances évoquent les tensions de trésorerie ainsi que la rareté des vols pour rallier Dakar au moment où l'argent a pu être décaissé, le temps prévu pour se retrouver au lieu du tournoi pour les modalités de début de compétition. C'est comme si ce tournoi les avait surpris, que non une fois encore. Et cela se comprend aisément tant il est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt égoïste à défendre de ce côté-là pour certaines autorités sportives. Pourtant, la prochaine rencontre amicale des Lions indomptables de football se prépare d'ores et déjà avec parcimonie et munitie, et même que les joueurs sont déjà sérieusement pris en compte et moralement en charge. Après plusieurs stages esselés, les Lions indomptables de handball n'ont plus que leurs yeux pour pleurer puisqu'elles suivront la compétition en spectatrice à cause du non-respect des disciplines sportives dites mineures au Cameroun. Le handball n'est pas un cas isolé. Il y a également dans les vestiaires les footballeurs amputés qui attendent toujours des réponses de la même autorité sportive pour participer à leur première Coupe d'Afrique des Nations prévue la semaine prochaine en Angola. Les tchoukballeurs délaissés à eux-mêmes sont encore endettés jusqu'à ce jour après leur participation à la dernière Coupe du Monde de Kuala Lumpur. Là où le bas blesse, c'est que les pénalités qu'il faudra payer à l'instance fêtière du handball mondial coûteront 5 fois plus cher que le prix de ce déplacement. Ce journal, rappelons qu'actuellement, l'immeuble Étoile à Yaoundé se déroule le conseil de cabinet et non le conseil des ministres. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous fermons ce journal de la Business Canada International. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. Au revoir.